j'ai commencé à aider, à accompagner des youtubeurs et des entreprises à développer une audience sur YouTube grâce à la data. Moi, j'ai dans mon cerveau des centaines de statistiques de chaînes YouTube sur plein de thématiques différentes. Les audits chez nous, on se base sur, ok, qu'est-ce que veut accomplir cette personne? On extrait les données, on les analyse selon une douzaine de points d'analyse, de points de critères importants sur la plateforme YouTube. Donc là, on a des templates de Google Sheet dans lesquels je viens prendre les données, je viens les mettre dans mon template, ça calcule mes indicateurs automatiquement, ça me permet de classer les vidéos selon ça, etc. Par rapport à la data de ta chaîne YouTube, voilà exactement là où il faut que tu mettes tes efforts. Bonjour et bienvenue sur le podcast AI for You. Cette semaine, nous accueillons Sylvain Lepoutre, un expert de la stratégie YouTube. Son but est d'utiliser les analytics YouTube pour aider les YouTubeurs et entrepreneurs à réussir sur la plateforme. Avec Sylvain, on va voir que la data est un outil indispensable pour faire en sorte de bien comprendre la plateforme et les algorithmes afin que les contenus et les vidéos soient le plus mis en avant possible par YouTube. Tu pourras retrouver tous les contenus et vidéos cités pendant la vidéo directement en description. Sans plus de transition, voici ma conversation avec Sylvain. Bonjour Sylvain et bienvenue sur le podcast. Salut Morgane. Avant de commencer l'interview, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ok, quelques mots, c'est un peu difficile. Donc moi, je suis Sylvain Lepoutre, passionné de YouTube avant tout. J'ai une formation d'ingénieur au départ. J'ai démarré YouTube un peu par hasard sur la photographie. Et j'ai commencé à vivre une aventure de dingue grâce à cette chaîne YouTube, en fait, alors que ce n'était pas du tout attendu. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser à comment ça fonctionnait dans les algorithmes et à toute la partie data que YouTube nous fournit, parce que c'est des ingénieurs qui ont créé YouTube et du coup, ils nous mettent plein d'outils à disposition. Je me suis spécialisé là-dedans et j'ai commencé à aider, à accompagner des YouTubeurs et des entreprises à développer une audience sur YouTube grâce à la data. Et j'ai monté aujourd'hui donc une agence qui s'appelle VideoBiz, qui offre, on va dire, une panoplie complète d'outils pour aider les chaînes à performer au mieux. Et le point d'entrée, c'est toujours la data, d'où je pense ma présence sur ton podcast, j'imagine. Voilà, donc on va parler de ça aujourd'hui, je pense. Ouais, c'est ça, l'idée c'est de voir qu'en fait la data c'est quelque chose d'assez transversal qu'on peut l'utiliser partout. Et l'idée de ces interviews, c'est que j'aime bien interviewer des gens qui sont dans des domaines vraiment particuliers, où on ne penserait pas trouver forcément de la data, par exemple chez des YouTubeurs, des choses comme ça. Donc, c'est l'idée. Et dans ce que tu as dit, pour toi, la data, c'est un critère important. Est-ce que pour toi, c'est un critère important pour avoir des vidéos qui performent aujourd'hui pour des gros YouTubeurs, ou c'est seulement pour essayer de s'améliorer lorsqu'on a un petit YouTuber qui se dit, ah tiens, qu'est-ce que je peux améliorer dans mes vidéos? Alors, c'est ça qui est assez cool, en fait, c'est que je me rends compte au fil du temps que c'est pas les mêmes datas qu'on va regarder selon la personne qu'on a en face de nous. En fait, à la limite, des petits youtubeurs qui démarrent, moi, je leur conseille même de ne pas du tout regarder les datas que YouTube leur donne parce que c'est statistiquement non significatif en général. Et surtout, ils ont besoin d'expérimenter et de tester plein de choses. On pourrait trouver un super format qui marche très bien pour eux, mais si c'est pas exactement ce qui leur convient en tant que personne, et si c'est pas la chose qu'ils ont envie de faire pendant les 6 prochaines années, bah, ça peut peut-être très bien marcher sur la plateforme, mais on a raté l'objectif. Donc ça va aller d'accompagner des personnes comme ça au tout début de leur aventure, vraiment à les pousser à produire d'abord pour générer un set de data qu'on pourra analyser ensuite, à la limite. Et par contre, quand on va accompagner des gros youtubeurs, des gens qui créent du contenu depuis très très longtemps, qui ont des chaînes à plusieurs centaines de milliers, voire des millions d'abonnés, là, on va aller regarder la data, mais vraiment dans la profondeur, parce que l'idée, c'est d'améliorer les performances actuelles de quelques pourcents. C'est-à-dire, bah, tiens, ton taux de clic habituellement sur cette vidéo-là pour des nouvelles audiences, sur ce type de vidéo, il est de 5%. Comment on le fait passer à 6? Parce que ça va faire une énorme différence pour eux avec leurs statistiques, alors qu'effectivement, quelqu'un qui démarre tout juste, ça ne va pas changer grand-chose de passer de 5 à 6% de taux de clic. Et pareil sur les rétentions de vidéos, enfin, on en reparlera un petit peu plus tard, mais donc du coup, on va aller chercher ces micro-améliorations, parce que globalement, il n'y a pas besoin de tout chambouler et de remettre en cause la ligne éditoriale de la chaîne et la façon de faire les vidéos quand c'est une chaîne qui a déjà prouvé que ça fonctionnait. Ok. J'aime bien le côté un peu non significatif parce que du coup, c'est pas mal de choses en stats. On a besoin d'un set de données assez important pour voir est-ce que c'est le fait d'une amélioration ou le fait du hasard. Ouais. Pour un YouTuber, c'est quoi le moment où ça devient significatif qu'on a assez de données pour pouvoir travailler? Ça dépend quelle stat on va regarder. Mais par exemple, pour un taux de clic, moi j'aime bien avoir au minimum 4 5 000 impressions. Donc des impressions, c'est des fois où YouTube a montré une miniature et un titre.
Bon, généralement, on va avoir entre 5 et 10% des gens qui cliquent dessus. Donc, si on traduit en nombre de vues, ça va faire entre 500 et 1000 vues, on va dire, par vidéo. Non, j'ai une bêtise, entre 50 et 100 vues par vidéo. Oui, c'est ça. Donc, tant qu'on n'a pas 100 vues par vidéo de façon récurrente, c'est pas la peine de commencer à s'intéresser au taux de clic. Parce que YouTube n'aura pas montré les vidéos à suffisamment de gens pour pouvoir comprendre vraiment ce qui se passe, si c'est pertinent ou pas. Si on parle de rétention d'audience, on peut regarder ça beaucoup plus tôt. Parce que la rétention d'audience, dès une trentaine, quarantaine de vues sur les vidéos, on commence déjà à avoir des tendances, par exemple. Donc, ça dépend des stats qu'on va regarder. Mais oui, dans l'ensemble, c'est à peu près ça. 100 vues par vidéo, c'est déjà pas mal pour pouvoir commencer à travailler. Mais avant ça, c'est beaucoup trop tôt. Et même là, quand on a, entre guillemets, que 100 vues par vidéo, alors ça reste beaucoup, 100 personnes qui regardent une vidéo, hein, mais très souvent, ça veut dire qu'on n'a même pas encore commencé à toucher notre cible potentielle. Et donc, peut-être qu'on a une toute petite portion de gens qui nous ont trouvés et qui, par exemple, bah, cliquent à chaque fois qu'on sort une vidéo ou adorent nos contenus et les regardent jusqu'au bout. Mais peut-être que la cible qu'on veut viser, bah, le contenu qu'on fait actuellement ne les intéresse pas du tout. Et c'est un cas qu'on a assez souvent de créateurs, justement, petits créateurs ultra passionnés par leur thématique, qui vont se nicher très, 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 très fort, faire des sujets hyper, hyper pointus et se dire, bah, je comprends pas, mes stats, elles sont bonnes, j'ai une communauté super engagée qui regarde toutes mes vidéos, etc. Bah oui, mais dès le moment où YouTube essaie de trouver une autre audience, bah, ces gens-là répondent pas du tout. Et donc, en fait, ils créent une espèce de césure entre les fans hardcore de ce sujet ou de ce créateur et le reste du monde qui n'est pas du tout intéressé. Et moi, ce qui m'intéresse en général, c'est de créer un pont entre les deux et de faire en sorte que le reste du monde bah, trouve le contenu suffisamment intéressant pour accepter de s'y plonger et petit à petit découvrir l'univers qu'il y a derrière. Et c'est souvent ce pont-là qui n'est pas facile à faire. Ok. Donc l'idée, c'est d'utiliser la data pour faire des petites améliorations à chaque fois pour améliorer au global, du coup, la stratégie ou les vidéos pour attirer un peu plus de monde sur la chaîne, c'est ça? Pour certaines chaînes, oui, et pour d'autres, parfois, on est appelé pour vraiment enfin, tout changer, quoi. Changer la stratégie de contenu en tant que telle, soit parce que la personne bah, a des fausses idées reçues, entre guillemets, en se disant, bah, je sais pas, ça a toujours marché jusqu'aujourd'hui, donc ça devrait continuer à marcher. Et là, en général, nous, on arrive bah, avec un autre set de data qui est notre expérience, en fait, une expérience de quelqu'un qui a une expertise, qui a accompagné des gens pendant longtemps, peu importe le domaine, c'est un set de data. Moi, j'ai dans mon cerveau des centaines de statistiques de chaînes YouTube sur plein de thématiques différentes. Et donc, ce set de data-là me permet, quand je vais être face à un nouveau créateur, de lui dire, mon feeling entre guillemets, mais en vrai, c'est un feeling qui est basé sur de la data derrière. Mon feeling me dit que là, tu n'es pas dans la bonne direction. Fais-moi confiance, suis plutôt cette direction-là. Donc parfois c'est ça, et parfois c'est des créateurs qui viennent nous voir, plutôt des anciens créateurs, qui nous disent je me reconnais plus dans mon contenu, ça me plaît plus ce que je fais aujourd'hui. Et là, c'est eux qui sont en demande de changement, et on les aide à faire une transition douce pour que l'audience les suive dans leur changement de contenu. Du coup, cette approche-là en tech, on appelle ça une stratégie du coup data-driven, du coup guidée par la data. D'où ça t'a inspiré? C'est des choses que tu avais déjà vues en ingé ou c'est des choses que tu t'as pu expérimenter sur YouTube et tu t'es dit, bah tiens, c'est une bonne stratégie pour les YouTubeurs. Comment ça t'est venu? Ouais, en fait, quand tu m'as posé, enfin, tu m'as envoyé cette question avant l'interview, et du coup, je me suis creusé un petit peu la tête pour savoir d'où ça venait, parce qu'effectivement, c'est pas une passion, c'est pas un truc où un jour je me suis réveillé en me disant, ouais, la data, c'est mon délire et tout ça. Sauf que rétrospectivement, je me rends compte que quand j'étais petit, je jouais avec des petites voitures, je faisais des batailles de petites voitures. Et je faisais des championnats avec, tu vois, pour moi, c'était pas simplement cette bagnole est plus forte que les autres. Il fallait faire des championnats avec des tableaux, avec des affrontements, et il y avait une compétition, etc. Et à la fin, le champion, c'est celui qui a le plus de points, même s'il ne gagnait pas à chaque fois, etc. Donc en fait, je vois que j'avais déjà un petit peu cet esprit-là. En école d'ingénieur, on avait été évalué aussi par d'anciens élèves qui, en gros, faisaient un peu notre profil professionnel. Et moi, ce qui était ressorti de mon profil professionnel, c'était très bon esprit d'analyse et de synthèse. Donc, pour moi, je n'avais pas encore fait le lien avec la data à ce moment-là. Et je sais que pour maîtriser un sujet, j'ai besoin de me nourrir énormément de plein de choses. Et puis, il y a un moment où dans ma tête, ça clique et je me dis, OK, là, j'ai suffisamment d'infos, de data, on peut appeler ça comme on veut, pour savoir la bonne chose à faire ou la mauvaise chose à faire ou mon opinion soit forgée ou un truc comme ça.
Donc en fait, ça amène finalement tout ça à la partie data qui me va très bien aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout suivi un chemin. Je ne je suis pas du tout un passionné de mathématiques. Je ne sais pas programmer. Enfin, tu vois, il y a plein de choses que font des vrais data spécialistes comme toi, par exemple, que je suis incapable de faire et que je ne serais pas capable de faire. Donc j'utilise un peu la data, mais à ma façon. C'est-à-dire, je vais chercher l'info, mais un peu maladroitement, on va dire, jusqu'à avoir suffisamment d'informations pour prendre des décisions éclairées derrière. Mais je ne suis pas suffisamment organisé, structuré ou professionnel pour le faire à grande échelle. Mais de toute façon, l'idée dans la data, c'est souvent dans l'entreprise, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse accéder à la data, en fait. L'idée, c'est de rendre disponible la data au plus possible. Et en entreprise, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas que les techniques qui puissent jouer à la data, c'est de créer des outils, en fait, pour laisser tout le monde jouer. Et en fait, c'est ce qu'a fait exactement, du coup, YouTube, en laissant toutes ces analytiques, etc., ces dashboards qu'on peut très facilement mettre. Donc, ça limite les choix d'exploration, parce que forcément, il y a un outil qui est derrière, mais en même temps, ça reste quand même assez riche, quand même, la face de ce qu'a mis YouTube à disposition. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est vraiment ça qui. C'est l'interface des analytics YouTube, en fait, quelque part, qui est pile au bon niveau pour moi, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, on aurait une énorme base de données avec toutes les infos dedans, ce serait too much et j'arriverais pas à donner du sens à tout ça. Et à l'inverse, quand je vais voir les analytics TikTok, Instagram, etc., c'est beaucoup, beaucoup trop limité pour pouvoir en faire quoi que ce soit. Et sur YouTube, on a différents angles de lecture. Donc, j'ai pu en plus l'aborder par les premières pages des analytics, on va dire, qui sont vraiment faites pour lire dans les grandes lignes. Et après, quand on veut comprendre en profondeur, on a accès à des données avancées, à des tableaux avancés. On peut choisir exactement quelle métrique comparer avec quelle autre. Mais l'interface est visuelle. Donc, du coup, moi, ça me permet d'interpréter assez facilement la data, surtout quand je sais quoi chercher, à quel endroit. Donc, c'est vraiment le bon niveau de détail, en tout cas pour moi. Ouais, et puis de toute façon, ce qui est bien avec YouTube aussi, c'est qu'on peut extraire enfin, les données, on peut les exporter et après en faire plein de choses. Donc, il y a un premier outil de visualisation assez intéressant à faire, mais pour ceux qui veulent s'amuser avec d'autres logiciels, c'est possible aussi, quoi. Ouais, Qui c'est vrai que j'aime sortaient. bien ça, extraire les données en tableur pour pouvoir ensuite créer tes propres indicateurs. Moi, j'ai Mm. des indicateurs de performance que j'ai créés qui n'existent pas dans le YouTube Studio et donc j'extrais les données de la chaîne et du coup, ça me permet de classer les vidéos selon ces indicateurs qui me sont propres en fait. Et ça, c'est vrai que c'est super agréable. Et toi, c'est quoi le type d'analyse que tu réalises le plus pour tes clients? C'est ce qu'on appelle des audits. Alors, toujours un petit peu compliqué de trouver un bon terme pour ça. Avant, j'appelais ça des coachings, avant de me rendre compte qu'en fait, c'est pas du tout des coachings. Euh, donc, ce qu'on appelle les audits, c'est en fait euh, sur la base des objectifs qu'un créateur de contenu se donne, et les objectifs sont tous différents. Vraiment, je ne pense pas avoir vu deux créateurs de contenu avoir la même motivation profonde à avoir démarré une chaîne YouTube. Euh, voilà, pour certains, c'est la popularité. Pour d'autres, c'est pouvoir rencontrer, avoir des opportunités professionnelles incroyables. Pour d'autres, c'est développer leur charisme. Enfin voilà, on a vraiment plein, plein, plein de choses différentes. L'argent, évidemment, pour certains. Mais même la motivation profonde derrière l'argent est Mm. souvent très différente. Désolé, je me perds un petit peu. Donc, les audits chez nous, on se base sur, OK, qu'est-ce que veut accomplir cette personne? On va extraire la donnée, on a tout un template, on va dire, d'audit. On extrait les données, on les analyse selon une douzaine de points d'analyse, de points de critères importants sur la plateforme YouTube, qui sont en fait des ficelles qu'on peut tirer sur YouTube. Et l'idée, c'est de pouvoir ensuite les prioriser et dire, par rapport aux objectifs que tu veux mettre en place, par rapport à la data de ta chaîne YouTube, ce que ton audience dit par l'intermédiaire de la data, voilà exactement là où il faut que tu mettes tes efforts. Et donc, on finit avec une to-do list vraiment très précise de, pour atteindre ces objectifs, tu dois faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et c'est très, voilà, très, très directif, on va dire. Et ça permet surtout aux créateurs à la fois de savoir quoi faire et avoir de la clarté, mais surtout comprendre pourquoi certaines vidéos marchent très bien, pourquoi certaines ne marchent pas bien. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'incompréhension dans tout ça. La plupart des créateurs ont des esprits plus d'artistes quelque part. Je crée des œuvres, je les mets en ligne, je prie pour voir ce qui se passe.
Et, et ils n'ont pas le temps et pas l'envie d'aller analyser derrière pourquoi certains trucs ont marché, d'autres n'ont pas marché. Ou pire, ils ont des croyances, des fausses croyances, en se disant que peut-être c'est des choses qu'ils ne maîtrisent pas qui font que des vidéos marchent ou pas, selon la bonne humeur de l'algorithme ou pas. Et donc, moi, ça me plaît aussi beaucoup cette partie-là d'explication et de décryptage pour dire non, en fait, regarde, si cette vidéo a cartonné, c'est logique, parce qu'il s'est passé ça, et ça, et ça, et ça. Si tu veux répliquer, et c'est peut-être de tenter ça, ça, ça et ça. Et si celle-là n'a pas marché, c'est parce qu'il y a eu ça, ça, ça et ça. Enfin voilà. Et ça me plaît beaucoup d'avoir aussi cette partie de transmission quelque part. Et du coup, pour faire cette audit, c'est quoi ta stack technique? Alors, je ne sais pas ce que c'est une stack technique. Finalement, c'est Euh, un peu les logiciels, etc., que tu utilises pour créer ça. C'est vraiment que sur l'interface YouTube. Comme tu disais, des fois, tu extrais les données pour en faire autre chose. ouais, c'est majoritairement l'interface YouTube parce qu'il y a déjà énormément de data dedans. Et ensuite, je vais exporter certaines données sur des tableurs. Donc là, c'est du Google, comment ça s'appelle? Google Calc, Google Sheet. euh, Google Sheet, merci. Donc là, on a des templates de Google Sheet dans lesquels je viens prendre les données, je viens les mettre dans mon template, ça calcule mes indicateurs automatiquement, ça me permet de classer des vidéos selon ça, etc. Et puis ensuite, on va transférer tout ça sur un Canva, une présentation Canva. Avant, c'était du Google Slides, mais c'était très moche. Sur Canva, c'est beaucoup plus beau quand même, et ça permet du coup de rendre visuel toute la partie analyse très, très détaillée qu'on a faite. Donc voilà, c'est vraiment, tu vois, très limité. C'est des outils où tout est fait un peu à la main, en fait. Je sais que c'est largement améliorable avec des automatisations, par exemple, mais c'est un truc sur lequel on ne s'est pas encore penché. En fait, j'en fais pas suffisamment des audits, on va dire, j'en fais allez, 3-4 par mois en moyenne depuis plusieurs années, donc ça fait quoi, 120 en tout. Et donc, en fait, ça m'a jamais paru rentable de passer peut-être 10, 15, 20 heures ou de payer quelqu'un pour automatiser certaines de ces tâches-là, alors que ça le serait sûrement, mais j'ai jamais pris le temps de le faire. Donc il y a sûrement mieux à faire avec des bases de données, avec de l'automatisation, avec je sais pas, j'ai des noms d'outils qui arrivent en tête, mais je ne les ai jamais utilisés, donc je saurais pas te dire. Ouais, sûrement avec des dashboards. Ouais. Nous, c'est souvent ce qu'on fait en entreprise, c'est que les données sont extraites automatiquement et après sont rentrées dans un dashboard. Et du coup, tous les mois, les personnes peuvent suivre les KPI de leur activité et puis peuvent piloter avec ça qui se remplit automatiquement. Mais effectivement, ça a un coût et il faut avoir quand même une échelle assez importante. Parce il y a le coût du développement, mais après, il y a le coût du stockage, il y a le coût de la solution, si la solution est payante. Bon, après, il y a des choses comme je sais plus, Google Studio. Non, ouais, c'est ça, Data Studio de Google qui est Mm. gratuite, mais bref, sinon, il y a des choses comme Tableau, etc., qui sont extrêmement chères. C'est vrai que pour les suivis de nos clients, parce que du coup, pour la partie agence, il y a des clients qu'on accompagne tous les mois en récurrent. Et forcément, tous les mois, on va aller voir les stats et voir comment, si la chaîne se développe bien, etc. Et là, c'est pareil. Je vais aller chercher les données à la main. Et en Hmm, fait, ce serait complètement pertinent d'avoir un outil un peu plus automatisé pour que cette partie de recueil de données, elle soit, qui n'est pas très productive. En fait, ce qui est intéressant, c'est hmm, l'interprétation des données, c'est pas d'aller les ouais. chercher. Qu'on gagne ce temps-là, ça c'est sûr. Ouais, YouTube, de toute façon, a une API qu'on peut Mm. appeler avec, et du coup, automatiquement avoir toutes les données dont on a Alors par besoin. contre, tu as les données publiques, si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûr qu'il y ait une API pour aller chercher les données Je pense qu'il y a une clé. des analytics. Bah, en fait, si tu as la clé, en fait, une API, il y a différentes API. Je pense que si tu as ta clé privée, tu peux accéder à tes analytics privés, je pense. Ouais. En fait, c'est une question qu'on s'est déjà posée, hein, parce qu'il existe des systèmes externes, des applications externes type TubeBuddy par exemple, qui vont aller chercher la data dans les analytics de la chaîne, donc au-delà des données publiques. Mais la grosse difficulté, c'est que ça veut dire que nous, on devrait demander à nos clients d'ouvrir l'accès à notre outil pour avoir Hmm. accès à ces analytics-là. Et en Ouais. fait, aujourd'hui, on utilise une feature de YouTube qui est que nos clients peuvent nous donner accès en lecture aux analytics, en lecture seule. Donc, évidemment, on ne peut rien chambouler au passage. Mais cet accès-là ne suffit pas pour pouvoir brancher un autre outil externe. Et donc, il faudrait qu'on leur demande des droits d'admin, etc. Et c'est Hmm. beaucoup plus compliqué. Ça nous demande beaucoup plus de responsabilité derrière aussi.
Ouais. Donc, mais oui, peut-être qu'il y a un moyen simple de le faire pour les clients qui voudraient, mais on n'a pas pris le temps encore de faire ça. Du coup, analyser les données, du coup, c'est toujours important. Mais encore faut-il, du coup, savoir sur quoi se concentrer parce que les données, on peut vite s'y perdre. Selon toi, c'est quoi les principales métriques à suivre lorsqu'on veut progresser sur YouTube? C'est une bonne question. Alors, euh, déjà, il faudrait se demander ce que ça veut dire progresser sur YouTube, parce que là encore, on peut avoir beaucoup d'objectifs différents. Quasiment systématiquement, quand on a un nouveau client qui arrive, on lui demande qu'est-ce que tu veux sur YouTube et il va nous dire. Alors, bizarrement, la plupart du temps, il nous dit je veux plus d'abonnés. Et donc, tu sais, on fait la fameuse question tu poses 3 fois la question du pourquoi, Ouais. ou 5 fois la question du pourquoi. Pourquoi tu veux plus d'abonnés? Pas parce que s'il y a plus d'abonnés, ça veut dire que j'aurais fait plus de vues. Ah, donc tu veux plus de vues. Ok, pourquoi tu veux plus de vues? Bah, je veux plus de vues parce que du coup, ça m'amènera plus de clients pour mon activité ou plus de partenariats et de sponsors ou de choses comme ça. Ah, ok, donc en fait, ce que tu veux derrière, c'est plus d'argent. Bah, pas que parce que, enfin voilà. Et donc en fait, on creuse et il y a différentes. C'est là qu'on arrive à des embranchements et qu'on arrive à différentes motivations en fait derrière. Donc, mais si on part du principe que progresser pour une chaîne YouTube, ça veut dire avoir plus de vues au global, qui est quand même souvent une porte d'entrée, même si c'est vraiment pas linéaire. Hein. C'est pas parce que tu fais 10 fois plus de vues que tu vas gagner 10 fois plus d'argent, avoir 10 fois plus d'abonnés, etc. Mais si on part du principe que c'est ça qu'on vise, on a le fameux triptyque de choisir un sujet. Donc le choix du sujet, bizarrement, c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, mais qui est hyper important. Être capable de choisir un sujet grand public, si on veut toucher beaucoup de monde. Donc soit d'actualité, soit qui se repose sur une personnalité connue ou sur quelque chose que tout le monde connaît. Euh, et de trouver un angle intéressant qui fait que ça donne envie aux gens d'y aller. Si demain je veux faire une vidéo sur Elon Musk, si je fais une vidéo sur, je sais pas moi, l'histoire d'Elon Musk, ça va intéresser personne parce qu'en fait, il y en a déjà 50 ou 10 000 des vidéos sur l'histoire d'Elon Musk. Par contre, si j'explique ce truc bizarre que fait Elon Musk à 4 heures du matin toutes les nuits et qui explique son succès, là, j'ai trouvé un angle qui peut être potentiellement intéressant. Donc, voilà, le sujet est numéro un, le watch time. Donc, dans le watch time, pour simplifier, on va regrouper deux choses, c'est-à-dire la durée moyenne de visionnage d'une vidéo et la rétention de la vidéo. Donc, durée moyenne de visionnage, c'est une vidéo, par exemple, qui fait 20 minutes. En moyenne, peut-être, les gens la regardent 12 minutes. Donc, ces 12 minutes-là, ça, c'est un élément qui est important pour YouTube parce que YouTube, en gros, doit constamment décider, quand YouTube va proposer des vidéos, dans les suggestions, en page d'accueil, etc., si c'est rentable pour eux de mettre en avant une vidéo. Et c'est évidemment plus rentable pour YouTube de mettre en avant des vidéos qui amènent une longue durée de visionnage que de mettre en avant des vidéos qui vont amener 30 secondes ou 1 minute de visionnage. Donc le watch time est important. Mais YouTube va aussi prendre en compte la rétention. Et la rétention, c'est le pourcentage moyen de la vidéo regardée. Pourquoi? Parce qu'en fait, la rétention pour YouTube est un des meilleurs critères qu'ils ont pu trouver pour mesurer le niveau de satisfaction d'un viewer. Donc YouTube ne va pas seulement mettre en avant des vidéos très longues, mais YouTube va aussi mettre en avant des vidéos qui apportent satisfaction aux gens. Et donc, si je fais une vidéo d'1 heure et qu'en moyenne, les gens la regardent 15 minutes, ce n'est pas une très très bonne rétention. Donc YouTube va se dire cette vidéo n'est pas très qualitative. Et YouTube préfère peut-être mettre en avant une vidéo de 20 minutes avec une rétention une rétention de 50%, donc 10 minutes de watch time, par exemple. Donc voilà, cet élément-là, il est vraiment important et ça, on va l'améliorer en travaillant le script des vidéos, en travaillant les accroches de vidéos, en travaillant les bombes narratives qu'on va pouvoir créer. Enfin voilà, il y a plein de façons de faire ça. La façon de tourner les vidéos aussi, est-ce qu'on fait totale improvisation? Est-ce qu'on fait à partir d'un script et un prompteur? Voilà, plein de façons de faire. Et ça aussi, ça dépend beaucoup de la personne et du créateur de contenu, parce qu'on n'est pas tous à l'aise avec les mêmes niveaux d'écriture. Et ensuite, le dernier élément, c'est le fameux taux de clic, CTR, pour ceux qui parlent anglais, le click-through rate. Euh, et le CTR, c'est un peu le nerf de la guerre, parce que c'est ça qui va déterminer si des personnes tombent sur vos vidéos, parce que YouTube peut les proposer, si personne clique dessus, ça ne sert à rien. Et c'est là où il y a le plus d'idées reçues sur le CTR, parce qu'en fait, quand on ne sait pas vraiment décoder un taux de clic, et ben en fait, on a plein d'informations contradictoires qui nous tombent dessus. On me demande souvent c'est quoi un bon CTR, un bon taux de clic pour une vidéo YouTube. En fait, c'est absolument impossible de répondre à ça. Parce que dans une thématique donnée, 8% en page d'accueil peut être très mauvais,
alors que dans une autre thématique, 3% en page d'accueil peut être excellent et la vidéo va devenir virale. Et tu vois que je précise en page d'accueil parce qu'en fait, un bon taux de clic en page d'accueil de YouTube n'a pas la même valeur absolue qu'un bon taux de clic en recherche ou qu'un bon taux de clic en rétention. Et si on veut pousser le truc encore plus loin, on peut avoir un très bon taux de clic dans les premiers jours de la sortie d'une vidéo parce que c'est une vidéo qui parle à notre communauté, mais un très mauvais taux de clic dans les 10 jours qui suivent quand YouTube commence à le montrer à des nouvelles personnes. Et donc, au global, avoir un super taux de clic, mais en fait, dans la data, se rendre compte que pour des nouveaux viewers, le taux de clic est très mauvais. Et donc, c'est logique que YouTube arrête de le recommander. Donc, en fait, voilà, il faut prendre toutes ces dimensions-là pour comprendre comment fonctionne le taux de clic et savoir s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Et donc, ça, c'est des trucs que moi, j'ai développés avec le temps. Et maintenant, je sais exactement où aller regarder pour, en fonction des objectifs, encore une fois, de la vidéo, savoir si le taux de clic est correct ou pas correct. Et voilà, c'est vraiment un des trucs qui est le plus dur à décoder. Et est-ce que tu as un exemple, par exemple, d'un client sur lequel la data et l'utilisation de ces métriques a après changé sa façon d'un peu de voir YouTube, de créer, enfin voilà, un retour d'expérience sur ça. Ouais, ouais, j'ai quelques petites success stories dont je peux parler. Alors, il y en a certains, je n'aurais pas demandé si je pouvais les citer, donc je vais pas les citer. Mais il y a un créateur de contenu dans le domaine de la photo-vidéo qui était assez niché, mais qui était très bon dans sa niche, qui est quand même reconnu dans sa niche, et qui m'avait consulté pour un audit il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans. Et il voulait commencer à étendre un petit peu et parler de sujets un petit peu plus vastes, toujours dans le domaine de la photo-vidéo, mais plus vaste que sa niche de départ. Et il voulait le faire sur sa chaîne YouTube actuelle. Et rien que l'analyse de data permettait de comprendre très rapidement qu'il allait avoir des très mauvais résultats s'il les mettait sur sa chaîne actuelle parce que ce n'était pas la même audience. C'est une audience très captive sur sa thématique et qui n'était pas du tout intéressée par le reste. Et donc, dans son cas, à lui, je lui ai recommandé de démarrer une nouvelle chaîne YouTube. Et 3 ans après, il est parti vraiment all-in et sa nouvelle chaîne YouTube fonctionne très, 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 très bien. Et surtout, en termes de business, ça lui apporte 5 à 10 fois plus de business que son ancienne chaîne YouTube qui continue d'entretenir un petit peu, mais où c'est clairement plus du tout sa priorité. Donc ça, c'est des petites décisions, mais qui peuvent changer beaucoup. J'avais aussi accompagné un créateur qui est dans le domaine de la musique, qui marche très 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 bien, qui a vraiment une super chaîne YouTube. Et en fait, c'était au tout début de sa chaîne, quand il commençait à avoir des premières vidéos virales. Et sa toute première vidéo qui était en train de devenir virale avait déjà dépassé les 100 000 vues. Et un petit peu coup du hasard, au moment où on avait notre session ensemble, c'est le moment où il avait échangé la miniature, genre un jour avant, parce qu'en fait, il avait juste reçu un commentaire de quelqu'un disant attention, ta miniature, elle fait un peu trop copier sur tel autre youtubeur ou je sais pas quoi. Il l'avait mal pris, il l'avait changé. Et à cet instant-là, j'ai vu que le taux de clic avait été divisé par deux et que les stats de visionnage devenaient très mauvaises. Et je lui ai dit, remets illico la miniature précédente. Et donc, il l'a fait. Et effectivement, c'est reparti ensuite. Et c'est vraiment la vidéo qui a drivé sa chaîne pendant les premiers mois. Donc, c'est des micro-décisions comme ça, mais si on ne prend pas la bonne décision, ça peut finalement un peu tout changer à l'histoire, en fait. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant. Il y a une autre chaîne YouTube qu'on accompagne aussi. On est en passe d'atteindre leur objectif qui était d'atteindre les 100 000 abonnés en un an, après un an de contenu. Donc, voilà, c'est une chaîne où c'est assez complexe, il y a beaucoup d'éléments différents, mais c'est passionnant de bosser avec eux. Et puis dernièrement, là, lui, je sais que je peux en parler parce qu'on on bosse ensemble sur d'autres choses, mais la chaîne de Yann Leonardi, par exemple, où là, donc, on est dans cette configuration de personnes qui connaissent YouTube depuis longtemps, qui voient à peu près comment ça fonctionne, et on est plutôt sur des micro-ajustements, parce qu'on va dire le fond du contenu est déjà exceptionnel, l'écriture des vidéos est déjà très très bon. Et en fait, avec lui, alors, outre le fait de bosser sur les titres et les miniatures pour les rendre un petit peu plus mainstream, on l'aide aussi à bosser sur les angles des vidéos, les accroches des vidéos, qui était un peu son point faible. Et on a fait deux, trois petits coups d'essai qui ont pas été très, très bons. Deux, trois vidéos qui ont fait entre 10 et 15 000 vues. Et, et là, ça y est, on a mis la seconde et ça commence à fonctionner. On a une vidéo qui a fait 100 000 et on a une autre vidéo qui a 400 000 et qui continue de grimper. Donc voilà, ça demande parfois un petit peu de se casser un peu les dents avant d'avoir les bonnes infos. Mais c'est ça qui rend le boulot passionnant aussi, c'est qu'il n'y a pas une recette qu'on peut appliquer à tout le monde. À chaque fois, c'est une nouvelle histoire et donc c'est
C'est plutôt cool. On sera souvent en data analyse, c'est toujours un peu ça, c'est que il y a à part les dashboards, il y a peu de choses qu'on peut vraiment industrialiser. C'est des choses où on a besoin d'un contexte, et dans le contexte, ça va être toujours un peu différent. Du coup, ouais, c'est toujours ça, par exemple, pour marketing, savoir pourquoi le nouveau, j'en sais rien, la nouvelle campagne télémarketing marche mieux que l'ancienne. Bah, du coup, on va regarder et à chaque fois, c'est pour des raisons un peu différentes. Donc, c'est vrai que c'est des choses où il faut prendre le contexte, il faut prendre la personne, par exemple, la chaîne YouTube, etc., et prendre tout ça en contexte pour avoir pour avoir à la fin une analyse qui apporte vraiment quelque chose. Mais en parlant d'automatiser, etc., on entend souvent dire qu'aujourd'hui, avec ChatGPT, Midjourney, la technologie, enfin, deepfake, etc., on est en train de révolutionner la manière de créer sur YouTube. Toi, c'est quoi ton ressenti par rapport à ça? Euh, Moi, j'aime bien toute cette tech qui arrive, même si ça nous donne beaucoup de boulot parce qu'il faut les tester, voir ce qui est pertinent, ce qui ne l'est pas et tout ça. Mais c'est excitant parce que du coup, ça veut dire qu'on est loin d'avoir fini de faire progresser tout ça. Euh, Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que là, quand on parle de YouTube, on parle de médias et d'un média en particulier qui s'est construit sur le fait de construire des communautés et sur de la, comment dire, j'appelle ça de l'association de personnalités. C'est pas bien dit, mais en gros, on s'attache à des personnes et c'est ça qui rend le média intéressant, beaucoup plus intéressant que si on regarde un journal télévisé ou un truc comme ça. On va pas s'attacher au présentateur du journal télévisé. Et donc, du coup, ça veut dire qu'en fait, toute cette partie IA, elle vient nous aider, mais à créer, je vais faire un truc un peu bullshit, mais à créer plus d'humanité, entre guillemets. Donc, si on l'utilise bien, les IA vont nous aider à faire des contenus qui permettent de créer des connexions entre humains, de créer des communautés toujours plus fortes, toujours plus intéressantes. Et donc, c'est plutôt cool. Après, quand tu parles, donc là, je parle plutôt de ChatGPT, Midjourney, etc. Mais après, quand tu parles de deepfake, là, on est carrément sur autre chose. On est sur des contenus qui vont, euh, euh, comment dire, bah là aussi, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a la partie un peu piratage où je vais faire une vidéo où je fais un deepfake de Macron pour faire croire qu'il a dit Hmm. ça alors qu'il ne l'a pas dit, etc. Et là, pour moi, on est plus dans le domaine de ce qui tombe dans la limite de l'illégalité. Et donc, c'est des choses que les plateformes sont en train d'essayer de combattre. Euh, J'étais la semaine dernière à un événement organisé par Google avec des experts produits et on a beaucoup parlé de deepfake sur YouTube et des problématiques qu'il y avait derrière. Euh, et à l'inverse, on a aussi une tendance qui est en train d'émerger, qui est très développée déjà en Asie, qui est celle des VTubers, c'est-à-dire des virtual YouTubers ou des V-influencers, si tu veux. Et c'est clairement des créateurs de contenu virtuels qui n'existent pas en vrai. Et ça, c'est un truc qui peut être intéressant. Je pense que ça peut être intéressant dans la mesure où de toute façon, il y a des humains derrière pour faire la programmation, les textes, etc. J'ai beaucoup de mal à croire, à me persuader qu'on pourra demain créer du succès sur les réseaux sociaux en tout automatique, en se disant on va créer un avatar virtuel, on va demander à ChatGPT de générer 72 scripts de vidéos qu'on fait dire à l'avatar virtuel avec un logiciel de montage automatique, qu'on balance ça et que ça ait du succès. J'ai beaucoup de mal à le croire parce que du coup, on perd totalement la partie connexion humaine et tout ça. Donc voilà, on va voir, mais pour moi, ça me fait pas peur en fait, ces trucs-là. Oui, de toute façon, d'en avoir peur ou pas, c'est là, de toute façon. Ouais. Faut vivre avec. Du coup, tu dis que as pas mal essayé de choses. C'est quoi aujourd'hui les outils que tu as intégrés dans ton processus créatif? Donc nous, dans l'agence, on a intégré ChatGPT. On l'utilise pour... Alors, moi, j'utilise au quotidien des fois pour trouver un mot. Tu sais, le mot qui te manque, tu te dis, ah, c'est quoi ce mot-là? Et avant, tu pouvais te trouver un quart d'heure à essayer de le chercher. Maintenant, il suffit de décrire à peu près l'idée globale et ChatGPT va te le retrouver. Donc bref, ça, c'est un usage très, très limité, on va dire. Mais nous, on va l'utiliser. En fait, je dis c'est limité, mais pas tant que ça. On va l'utiliser beaucoup, par exemple, pour trouver des idées, pour nourrir les idées de titres de vidéos. Donc, on trouve un angle intéressant pour une vidéo. Ça, c'est forcément de l'humain encore aujourd'hui. Quoique, on peut aussi demander à ChatGPT de l'aide là-dessus. Si on reprend l'histoire d'Elon Musk, par exemple, on peut demander à ChatGPT de nous donner des lieux communs autour d'Elon Musk, des choses où tout le monde se dit, ah oui, ça c'est une évidence.
Pourquoi? Parce que si on fait ça, on va pouvoir essayer de voir s'il n'y en a pas là-dedans une ou deux qu'on pourrait contredire. Et ça, du coup, on crée une déconnexion mentale, on va dire, qui va attirer l'attention d'un viewer quand il va la voir. Donc, il faut qu'après, on ait des choses à raconter pour que ce soit pertinent avec notre propos, évidemment. Mais voilà, ça, c'est des exemples où, plutôt que de faire de la recherche et aller lire plein d'articles pour nous-mêmes noter, tout le monde pense que Elon Musk, blablabla, bah, on peut demander à un chat GPT de le faire et ça nous simplifie le boulot. Euh, pour générer des idées de titres, pour moi, on est beaucoup sur la question de vocabulaire aussi. On va demander à ChatGPT. Là, pareil, on a tout un process avec plein de prompts différents pour mettre différents éléments de curiosité dans un titre. Il va nous en générer 50 ou 60. Et sur les 50 ou 60, on va peut-être en trouver trois quatre qui sont intéressants. On va les sélectionner à la main. On va prendre le petit bout qui nous semblait intéressant là. On va se rendre compte qu'en fait, ce mot de vocabulaire qu'on pensait mettre dans notre titre, bah, en fait, celui que ChatGPT nous a proposé, il est mieux. On va peut-être le mettre là. Mais en fait, pour moi, c'est vraiment, il nous fournit toutes les pièces du puzzle et après, c'est à nous de les assembler. C'est vraiment un super assistant. C'est comme ça que je le vois. Mais par contre, j'ai jamais vu encore, malgré tous nos essais, un chat GPT nous sortir le titre parfait comme ça et nous dire c'est celui-là qu'il faut que tu utilises. Vraiment pas. On en est encore très loin. Euh, et après, sinon, on va utiliser des outils pour tout ce qui est montage vidéo. Il y a des outils qui vont aider à couper les blancs. Je ne sais pas si c'est exactement, c'est pas l'IA générative, mais c'est une IA en quelque sorte. Des outils pour améliorer le son d'une vidéo, Adobe Podcast par exemple. Voilà, enfin, j'ai fait une vidéo sur le sujet, hein, sur les 9 outils qu'on utilise dans notre agence, on va dire, qui utilisent l'intelligence artificielle. Mais voilà, mais aujourd'hui, à titre personnel en tout cas, je trouve que le ChatGPT est vraiment intéressant. Les outils de génération d'images, par exemple, on les utilise pas trop, quoique Adobe, comment ça s'appelle? Photoshop, la génération dans Photoshop est très intéressante. Pour moi, beaucoup plus que Midjourney. Parce qu'en fait, Midjourney va te créer des belles images, mais virtuelles, d'un truc qui n'existe pas du tout. Alors que nous, ce qui nous intéresse, en fait, pour nos créateurs, c'est de pouvoir prendre une photo du créateur et de lui ajouter un truc. Ou bien Ouais. d'une personnalité connue et de lui ajouter un truc. Si on veut mettre Macron avec une planche de surf, on peut le faire sans problème, c'est très facile. Et ça, Midjourney, c'est pas le faire. Alors, il y a d'autres outils, hein, je crois, j'ai plus les noms en tête, mais d'autres outils qui font ça bien, mais qui sont complexes à prendre en main. Là où finalement, un Photoshop AI est beaucoup plus simple aujourd'hui. On sélectionne la zone, on lui dit mets-moi ça, change la couleur de la chemise. Voilà, ces trucs-là, c'est beaucoup plus facile en tout cas à prendre en main quand on a un temps limité pour faire une miniature. Et du coup, c'est quoi pour toi, c'est les limites à ces outils-là que tu as pu utiliser? Les limites de ces outils, Pas pour ton utilisation, pour la création de contenu, c'est quoi le plus utile que t'as, quand tu te l'as dit, ah, tu dis, ah tiens, ça, c'est bien, mais si ça peut faire ça en plus, ou ah tiens, ça va, mais c'est un peu, ça marche pas tout le temps, ou c'est un peu bancal. euh, bah, disons pour tout ce qui est génération d'images, je trouve ils ont mis eux-mêmes des éléments pour contrer leurs limites. C'est-à-dire que plutôt que de te proposer une image, ils vont t'en proposer 4 ou 10. Et c'est toi qui choisis celle qui correspond le mieux. Et à la limite, tu peux dire régénère des images à partir de celle-là. Donc en fait, les outils savent qu'ils sont imparfaits. Et donc ils ont eux-mêmes, ils laissent le choix au créateur. Et après, les limites pour un chat GPT, par exemple, pour moi, sont dans le fait que c'est une compétence à part entière de savoir parler à ChatGPT. Et que pour l'instant, nous, on fait que gratter la surface. On est vraiment à un niveau très, très, très basique de ce que ChatGPT est capable de faire. Et je suis sûr qu'il y a des choses beaucoup, beaucoup plus intéressantes à faire. Euh, si on prend l'exemple de la question des scripts de vidéo, c'est une partie où pour l'instant, nous, on bosse avec quelqu'un qui est spécialisé dans les scripts vidéo qui n'a pas l'habitude encore d'utiliser ces outils. Et donc, oui, sûrement qu'en fait, on peut demander par exemple à un chat GPT de nous donner des trames de... Alors, je ne sais pas ce qu'il faut aller chercher. Est-ce qu'il faut aller chercher des scripts de vidéo? Je ne suis pas sûr. Mais par exemple, des trames d'émissions télévisées ou des trames de trailers de films et d'en créer des modèles et de se dire si on applique ces modèles à nos vidéos YouTube, qu'est-ce que ça donne, tester, voir si ça marche, collecter de la data encore une fois sur ces questions-là et peut-être découvrir par ce biais-là que
bah, grâce à ChatGPT, on a trouvé un nouveau modèle qu'on peut appliquer sur toutes les futures vidéos de telle chaîne, sur tel format de vidéo, par exemple. Mm. Ça, c'est un truc qui serait intéressant. Tiens, exemple très simple qu'on pourrait faire facilement, les lives, des lives sur YouTube. Euh, Moi, je considère qu'un bon live, c'est généralement un live qui construit un peu comme une émission de télévision, avec des segments différents. Euh, Bah, aujourd'hui, les lives, je les fais un peu à la main, un peu n'importe comment, mais ce serait super intéressant de demander à ChatGPT, par exemple, de nous créer de trouver, d'extraire un format récurrent qu'on retrouve dans tous les talk shows américains Mm. du soir, par exemple. Et d'avoir cette analyse-là et de se dire, OK, comment je peux appliquer ça à mon live? Ça peut être super intéressant, par exemple, et pas trop difficile à faire. Donc voilà, c'est la façon dont on arrive à lui parler et ce qu'on lui demande qui est la limite aujourd'hui. Du coup, on va essayer de se recentrer un peu sur le sujet initial sur YouTube, etc. C'est du coup sur l'analyse de données, YouTube, etc. Maintenant, on a un peu plus de recul sur les shorts, leur utilité, etc. On a pas mal de data. Euh, Dans quel cas tu penses que ce soit intéressant d'en créer et dans quel cas, par contre, ça a peu d'utilité? C'est une très bonne question parce que les shorts, c'est un super outil pour ceux qui démarrent sur YouTube parce qu'en fait, la barrière à l'entrée est très faible et c'est fait exprès pour. Là aussi, hein, c'est les gens de chez YouTube qui m'ont dit ça. En gros, ils nous ont dit, avec les shorts, ce qu'on veut, c'est que on veut casser la barrière entre les viewers et les créateurs. Aujourd'hui, on a 2 milliards de viewers sur YouTube et on a, je sais pas, X millions de créateurs. Et ce qu'a réussi à faire TikTok, c'est de se dire qu'en fait, tous les gens qui ont un téléphone portable, ils peuvent demain être créateurs de contenu juste en appuyant sur deux boutons et en faisant un format court. Donc ça, c'est un énorme avantage. Euh, et, et donc du coup, je ne sais plus où je voulais aller par là. Donc ouais, c'est une porte d'entrée qui est vraiment facile. Maintenant, pour des créateurs qui sont déjà établis, qui font déjà des formats longs, etc., c'est vraiment pas facile parce que c'est un format différent qui demande une logique différente. Il faut réfléchir différemment à son contenu et c'est vraiment pas facile. Euh, et donc, à la limite, moi, ce que je leur recommande, c'est d'abord d'aller voir la vidéo qu'on a faite ensemble sur le sujet. Merci beaucoup pour ton aide, d'ailleurs. Tu m'as vraiment aidé à bien décortiquer la data pour le coup qu'on a extrait de plus de 1000 shorts. Euh, et surtout considérer qu'en fait, les shorts, à mon sens, il faut voir que ça comme de la pub, ni plus ni moins. C'est de la pub gratos, en fait. Donc, ça veut dire que ça demande pas énormément d'efforts pour créer ce contenu au départ. Et en retour, qu'est-ce qu'on peut avoir? De la notoriété, des gens qui connaissent ton nom, ta tête éventuellement, euh, des gens qui peut-être vont aller cliquer sur un truc pour s'abonner, mais sans trop savoir s'ils vont regarder d'autres choses derrière. Et donc, en fait, ça a à peu près pour moi le même effet qu'une pub. Si tu vois quelqu'un, si tu vois de la pub sur Facebook, par exemple, allez, soyons un peu entre vieux, parlons de Facebook, mais parce que c'est une plateforme en termes de pub, c'est quand même assez présent. Quand tu vois quelqu'un de façon récurrente en publicité sur Facebook, au bout d'un moment, tu vas finir par te dire, ah, je crois que je l'ai déjà vu quelque part, cette personne. Et éventuellement, tu auras retenu son nom. Mais c'est la meilleure chose que tu puisses. Voilà, tu peux en arriver à ça au maximum. Donc, c'est pas du tout le même niveau d'engagement qu'on va avoir sur des vidéos longues, par exemple, où là, la personne, tu vas pouvoir lui transmettre quelque chose, lui faire passer un message, lui donner envie de passer à l'action. Enfin, voilà, on est sur des choses beaucoup plus profondes quand quelqu'un nous donne 10 minutes de son temps que quand quelqu'un nous donne 15 secondes de son temps, évidemment. Donc voilà, pour moi, il faut le prendre comme ça. Et donc, du coup, qui a intérêt à faire des shorts? Bah, tous les gens qui ont vraiment, vraiment besoin de notoriété. Donc, si par exemple vous êtes un créateur de contenu qui se dit je comprends pas mes vidéos, je pense qu'elles sont bien et personne ne tombe dessus, l'algorithme il est nul, il ne met pas en avant mes vidéos, bah faites des shorts, vous aurez du monde qui tombera sur vos vidéos, puis vous verrez si ça aide à prendre. Alors c'est là en général qu'on se rend compte que c'est rarement un problème d'exposition, mais plus un problème de contenu en général au départ. Euh, mais voilà, globalement, faut le prendre comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas spécialement de bonne monétisation associée aux shorts YouTube. Il n'y a même pas non plus de bons moyens de faire des sponsors, etc. Il y en a un petit peu, hein, mais c'est loin d'être au niveau de ce qu'on peut obtenir sur des vidéos longues. Mais par contre, si vous ne savez pas trop si la vidéo c'est fait pour vous, la création de contenu c'est fait pour vous, ça peut être un bon moyen de mettre le pied dans la porte pour commencer facilement. Oui, j'aime bien ce que tu dis, en mode le short, c'est vraiment
il y a la barrière qui est un peu plus basse. Du coup, tout le monde peut devenir créateur en se prenant et en parlant devant ce téléphone parce que aujourd'hui, quand on voit les gros youtubeurs, ils produisent des contenus de plus en plus élaborés avec des investissements vraiment incroyables. Est-ce que du coup, de nos jours, ce serait pas un peu trop tard pour se lancer sur YouTube? Est-ce que du coup, la barrière à l'entrée est devenue pas trop importante et qu'il faut du coup faire autre chose que YouTube? Ou si encore aujourd'hui, il est encore temps de se lancer sur YouTube? Euh, c'est une question qui est logique, mais qui pour moi n'a pas vraiment de sens. Parce que c'est comme si je te disais, est-ce que tu penses qu'il n'est pas trop tard pour lancer un nouveau concept d'émission télé? Ou est-ce qu'il n'est pas trop tard pour lancer une nouvelle série sur Netflix? Parce qu'on a déjà tout fait en fait en série. Non, parce qu'il y a toujours besoin de nouveautés. Nous, les humains, on a besoin d'être stimulés, d'avoir toujours de la nouveauté. Donc, il y aura toujours ce besoin-là. On oublie aussi souvent qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui, au bout d'un moment, arrêtent ou passent à autre chose. Pour beaucoup, c'est une phase dans leur vie, mais c'est pas forcément quelque chose qu'ils vont faire toute leur vie. Et puis, en fait, il faut pas oublier généralement, on regarde YouTube avec des œillères. C'est-à-dire que on a tendance à considérer que YouTube, c'est le YouTube qu'on consomme et qu'on regarde personnellement. Et, euh, et pour beaucoup, en fait, on ne consomme que les très gros YouTubeurs. Tu l'as dit toi-même, les gros YouTubeurs ont vraiment de la qualité de contenu qui est égale, voire qui dépasse des qualités de contenu télévisuel, avec des équipes derrière, vraiment des trucs incroyables. Déjà, ça, c'est le cas quand on est sur des niches ultra concurrentielles. Et en fait, des niches ultra concurrentielles, on n'en a pas tant que ça. Et la plus concurrentielle des niches, c'est le divertissement. Parce qu'en fait, le divertissement, c'est imaginer toutes les possibilités qu'on a de se divertir dans notre vie aujourd'hui. Pas que sur YouTube, hein, partout ailleurs. Quand j'ai envie de glander un peu après une journée d'école, quelles sont toutes mes options? Je peux aller jouer au basket dehors, je peux appeler mes potes sur WhatsApp ou je peux traîner sur TikTok, ou je peux allumer Netflix, voilà, on a plein d'options différentes. Donc, comment faire en sorte que ma vidéo YouTube passe au-dessus de tout ce lot-là? On est un peu obligé en fait d'arriver à ce niveau-là de qualité de contenu et tout ça. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que ça, c'est vraiment la surface de l'océan, mais qu'en dessous, il y a des millions et des millions de petites niches et de petites communautés pour lesquelles il n'y a pas besoin de mettre autant d'efforts. Parce qu'en fait, rien que le fait de créer du contenu dans cette niche-là, c'est déjà sortir du lot, en fait. Je sais pas, je te prends un exemple. J'étais tombé une fois sur un forum de passionnés de remontée mécanique miniature. Et c'était un forum en français. Et il y avait des dizaines de milliers de membres. J'ai halluciné en voyant ça. Des dizaines de milliers de gens qui adorent construire des mini télécabines dans leur jardin, sur la pente de leur jardin, et qui partageaient plein d'astuces, etc. Bah, demain, tu crées une chaîne YouTube là-dessus. Tu es probablement la seule dans ton domaine, en tout cas en francophone. C'est pas difficile de sortir du lot et de faire en sorte que tous les gens qui sont passionnés par ça aient envie de la suivre, en fait. Ce qui sera difficile, c'est le jour où tu voudras intéresser 10 millions de personnes aux remontées mécaniques miniatures. Là, il y a un peu plus de challenge. Euh, mais voilà, et en fait, il y en a plein des choses comme ça. Il y en a qui font des crossovers. Mathieu, mon collègue, me parle souvent d'une chaîne qui mélange le fitness et les mangas. Voilà, un mélange qui a priori n'a rien à voir, mais qui en fait le rend totalement unique et qui fait que toutes les personnes qui s'intéressent un peu au fitness, mais qui se trouvent aiment bien les mangas aussi, bah, vont préférer aller voir cette chaîne plutôt que d'avoir d'un côté des chaînes fitness ou des chaînes manga. Enfin, en tout cas, ils vont avoir une sensibilité particulière pour cette chaîne-là. Donc, je dis pas qu'il faut tout mélanger non plus, mais si on le fait bien, ça peut créer l'unicité. Donc voilà, il y a plein de façons comme ça de sortir un peu du lot. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup de gros youtubeurs ou de youtubeurs anciens qui n'ont pas réussi à évoluer avec la plateforme et qui du coup laissent de la place à des nouveaux pour émerger en permanence. Donc non, non, il y a vraiment largement de la place et même à la limite, si on observe le marché américain ou anglophone, si je prends la thématique comme la photographie, qui correspond à ma première chaîne YouTube, en France, des chaînes qui parlent de photographie, on va dire de façon sérieuse et professionnelle, on est peut-être une cinquantaine à le faire de façon active. En anglophone, il y en a peut-être 1000 qui en vivent et qui font ça de façon active. Donc il y a encore largement de la place en fait. Il y en a Hmm. plein. Donc non, il n'y a pas de souci. Et surtout, ça se renouvelle en permanence. Et toi, qu'est-ce qui te motive à accompagner du coup
ces personnes qui veulent faire des remontées télécaping dans leur aventure sur YouTube? Ce qui me plaît, en fait, c'est de rencontrer ces gens, même si c'est en virtuel, en visio et tout ça, et de rentrer dans leur monde, en fait, parce que c'est passionnant. En fait, je rencontre des gens qui vivent avec des obsessions et qui utilisent ça comme prisme pour leur vie, en fait. Et c'est génial. Tu vois, quand on parle, prenons l'exemple d'un Yann Leonardi, si vous ne le connaissez pas, lui parle de marketing, mais son prisme, c'est le framework art, qui est en gros une façon de décortiquer les différentes actions marketing d'une entreprise pour que on va devenir successful. Il va traiter n'importe quel sujet à travers ça, parce que c'est son obsession. Moi, mon obsession, c'est YouTube. Donc aujourd'hui, moi, YouTube est la solution à tous les problèmes du monde entier. Tu vois, tu pourrais me demander, je suis sûr que je pourrais te trouver un moyen de résoudre la guerre en Ukraine grâce à YouTube. Tu vois, tellement je ne vois que j'ai vraiment des lunettes YouTube par-dessus la tête. Et donc en fait, du coup, c'est super intéressant de parler avec des gens qui sont all-in comme ça dans une thématique. Et c'est ça qui me motive parce qu'à chaque fois, c'est des nouvelles histoires, c'est des nouvelles personnes qui eux-mêmes ont vécu des choses incroyables qui les a amenés jusque-là et souvent vont vivre d'autres choses encore plus incroyables en développant une audience sur YouTube. Donc, c'est trop bien. C'est trop bien. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Moi, j'ai toujours tendance à, dès que j'ai un problème, je dis, mais ça, avec du machine learning, avec de la data, Bah, voilà, on bien peut le sûr. faire, quoi. Et du coup, c'est quoi, toi, du coup, ton objectif dans l'entrepreneuriat, où tu vois ça, ce business, dans les prochaines années? Question pas facile parce que c'est une question que je remets en cause en permanence. Euh, et d'autant plus maintenant que j'ai des salariés et que du coup, on est plusieurs dans le bateau. Et donc, j'ai de trouver un cap qui nous va bien à tout le monde. Euh, mais globalement, le truc sur lequel on arrive à se retrouver quand même et qui, moi, me plaît bien, c'est d'être la référence en francophone, on va dire, sur la question de YouTube. C'est-à-dire que si demain, il y a quelqu'un qui a un projet complètement fou, un truc qui a besoin de YouTube, mais qui est vraiment totalement hors sol, et il se dit, j'ai besoin d'avoir les spécialistes du truc. S'il nous connaît, qui fait appel à nous et qui nous fait confiance, pour moi, on aura réussi. Donc voilà, c'est plus un objectif, on va dire, à la fois de notoriété, faire en sorte que tout le monde sache qui on est et le boulot qu'on fait, mais également un objectif d'efficacité, parce que c'est-à-dire que cette personne-là qui a un projet fou va forcément demander à nos clients actuels et passés, est-ce que tu nous recommandes de bosser avec ces gens-là? Est-ce qu'ils sont bons? Qu'est-ce qu'ils ont produit pour toi, etc. Et donc, pour moi, c'est hyper important, et c'est ça qui va dire qui m'épanouit le plus aujourd'hui, quand j'ai des nouveaux clients qui arrivent grâce à des clients actuels ou des anciens clients qui nous recommandent et qui disent, non mais si tu veux tout péter sur YouTube, va voir les gars de VideoBiz, va voir Sylvain Lepoutre. Et ça, pour moi, c'est un pas de plus vers là où on veut aller. Donc voilà, on a encore pas mal de marches à franchir. On a encore pas mal de gros YouTubeurs qui ne nous connaissent pas, de gros entrepreneurs qui ne nous connaissent pas. Mais, on franchit des étapes mois après mois dans ce sens-là. Donc c'est plutôt cool. Et du coup, l'idée, c'est de travailler avec finalement, quand on est gros youtubeur, on est un peu entrepreneur Complètement. malgré eux, mais c'est plutôt des gens qui sont des gros youtubeurs ou des petits youtubeurs qui vendent des produits, etc., et qui ont besoin d'aide sur ça. C'est quoi un peu la cible sur YouTube? Alors, il y a un peu de tout, mais on va dire que on est en train de se rendre compte que l'élément vraiment de différenciation de la cible qui nous plaît le plus, c'est des créateurs de contenu. Mais créateurs de contenu, dans le sens, c'est des créateurs avant tout, c'est des gens qui sont portés par une mission. Cette mission, en tout cas, moi, à titre personnel, pour moi, ça peut pas être l'argent. Donc, on a un petit peu du mal dès que quelqu'un arrive en disant, bah, moi, ce que je veux, c'est aller sur YouTube parce que comme ça me ramène des clients, je vais vendre des formations, je vais devenir encore plus riche. S'il n'y a pas une autre mission derrière, plus profonde que ça, et plus voilà, en général, on sait qu'on va pas réussir à faire du bon contenu derrière. S'il n'y a pas cette obsession pour autre chose que l'argent, tu vois. Hmm. Euh, et donc après, ça peut prendre différentes formes, effectivement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on touche particulièrement des créateurs de contenu qui sont depuis longtemps sur la plateforme, qui ont déjà créé une communauté, une audience et qui veulent les amener plus haut. Et puis également des créateurs qui, alors, du coup, du côté entrepreneur,
ça va plutôt être ce que je vais appeler des leaders d'opinion. C'est-à-dire des personnes qui sont déjà reconnues comme étant références dans leur domaine et qui se disent, je veux solidifier ça avec une audience sur YouTube, parce qu'aujourd'hui, YouTube, c'est la plateforme sur laquelle on peut mettre en place un personal branding vraiment long terme. Et accompagner ces gens-là, c'est génial. Vraiment, on aime beaucoup cette partie-là. Donc, en fait, finalement, on met un petit peu de côté, en tout cas sur la cible pro, on n'a pas tant que ça d'infopreneurs, de gens qui vont vendre beaucoup de formations derrière, etc. Sauf s'ils ont une vraie mission derrière qui nous parle. Et on n'a pas non plus beaucoup de grandes entreprises, des banques, des grandes entreprises comme ça, qui généralement n'ont pas la flexibilité nécessaire pour pouvoir se développer sur YouTube correctement. On arrive à la fin de l'interview. À chaque fois, je pose les 4 mêmes questions. Du coup, là, je vais les adapter pour qu'elles correspondent un peu plus à ton profil. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube? Et ben, le même conseil que donnent tous les créateurs de contenu que j'ai interviewés à qui j'ai posé cette question, c'est de se lancer au plus vite. Et se lancer au plus vite, ça veut dire être capable de baisser ses attentes et de se dire, c'est pas grave, la première vidéo sera loin d'être parfaite, elle sera même probablement très nulle, mais au moins on l'aura faite, et la deuxième, elle sera meilleure, et la troisième sera meilleure. J'ai eu plusieurs fois des clients qui voulaient absolument que tout soit bien dès le départ, et ces clients-là, ils vont rarement au-delà de 2 vidéos, et les plus motivés, ils vont à 5, mais ils s'arrêtent après, ça va jamais très loin. Et moi, j'estime que tant qu'on n'a pas sorti 10 vidéos sur une thématique précise, avec un format précis, on n'est pas encore capable de savoir si ça nous plaît, ce que ça peut apporter comme résultat. Enfin, on n'est pas en capacité d'évaluer si c'est une bonne stratégie pour nous ou pas. Donc, notre premier but, c'est de les amener à faire au moins ces 10 premières vidéos. Et donc, peu importe qu'elles soient bonnes, mauvaises, bien, pas bien, bâclées ou pas, il faut les sortir parce que voilà. Mais par contre, la pire façon de les sortir, c'est de les faire en batch et de se dire, je vais tout écrire, je vais tout faire sur ce format-là. Je commence par ça, puis ça, puis ça, puis ça. J'en fais 10 en batch, je les tourne ensemble et je les poste toutes. Bah, dans ce cas-là, on a fait 10 fois la même vidéo, le même format. Du coup, on n'a pas testé. Donc vraiment, la deuxième partie que je dirais, c'est une fois que vous avez mis le pied à l'étrier, que vous avez commencé à faire des vidéos, testez, testez, testez. Et tester, ça veut dire faites des choses radicalement différentes. Voyez si ça vous plaît, si ça vous amuse, il faut qu'il y ait du fun dedans aussi, parce que les résultats mettent du temps à venir sur YouTube. Euh, et surtout expérimenter des titres, des miniatures, des formats de vidéo, des concepts, des sujets, plein de choses différentes. Parce que tant qu'on n'a pas fait, on ne sait pas si ça nous plaît ou pas. Donc ça, c'est vraiment ouais, le conseil que je donnerais à ceux qui débutent. Ouais, des fois, je sais plus quand j'avais regardé une des premières vidéos et c'était vraiment pas ouf. Non, mais c'est pas Mais grave, c'est c'était normal. ça. Je relisais des cours que je vais donner. C'était pas incroyable. Mais Mais voilà, la mais première fois que tu essayes de marcher à 2 pieds, à oui, 2 pattes, oui. tu vois, Non, mais c'est bah, ça. c'est brouillon, c'est pas bon. Mais si tu le fais pas et si tu essaies de tout théoriser dans ta tête pour que la Hum, première fois que tu t'élances, tu arrives à courir un 100 mètres, tu n'y arriveras jamais. non, mais ça, puis après, c'est des trucs qui parlent bien, je pense, en data, où en fait, toutes les processus sont itératifs, où en fait, Ouais. on sait jamais où on va arriver. En tout cas, on part d'une baseline et à chaque fois, on itère, et après, on se stoppe quand on atteint un peu notre objectif de performance. Et là c'est ce côté un peu data-driven, je le retrouve pas mal dans un peu le truc YouTube. Est-ce que tu as un livre ou un contenu que tu te conseilles souvent sur le domaine? Alors, pas vraiment des livres. Il y en a quelques-uns, des livres sur YouTube, mais qui sont assez généralistes. Du coup, moi, je vais vous recommander plutôt des vidéos. Et c'est des vidéos d'une chaîne. Pourquoi je ne l'ai pas là-dessus? Hop. Oui, qui s'appelle Veritasium. Donc c'est une chaîne, c'est pour les anglophones. Il faut savoir parler un petit peu anglais, mais après, il a une très bonne élocution et avec des sous-titres, vous en sortirez. Et il a fait 2 vidéos notamment où il a essayé de comprendre avec de la science, avec de la data justement, comment une de ses vidéos est devenue virale et justement les effets du taux de clic et du clickbait, donc du piège à clic entre guillemets, de la façon dont on peut amener les gens à cliquer plus facilement sur une vidéo. Et ces 2 vidéos-là sont vraiment hyper intéressantes si on veut mettre un premier petit pied dans la data YouTube et comprendre ce qui se passe avec quelqu'un qui applique une démarche scientifique. Parce que le problème, c'est quand on commence à s'intéresser à YouTube, aux algorithmes, etc., il y a une énorme quantité de gens qui vont véhiculer des croyances et qui n'ont aucune data derrière. Et donc, en fait, si au contraire, on se dit, je fais une analyse statistique de tout ce qui se dit sur YouTube, sur comment réussir sur YouTube, vous allez partir dans des croyances, c'est garanti. Et vous n'allez pas faire les bonnes choses. Donc, il faut aller chercher les bonnes personnes
justement, prennent de la data et une démarche scientifique derrière. Et lui, il le fait très bien. Donc, c'est la chaîne Veritasium. Et vous pouvez aller chercher les deux vidéos. Donc, une qui s'appelle My Video Went Viral, Here's Why. Et l'autre qui s'appelle Clickbait is Unreasonably Effective. Et elles sont très, très intéressantes. Ok, je connais pas, j'irai checker aussi. Est-ce que tu as une citation, un proverbe qui vient souvent à l'esprit? Ouais, alors là, on va repasser plutôt sur la partie entrepreneuriat. Alors, euh, c'est pas une citation de quelqu'un de connu, c'est juste à l'époque où je m'intéressais au tout début, il y a 15 ans, à créer une entreprise. Je suivais un gars qui s'appelait Cédric Labo. Coucou Cédric, si tu nous entends, qui m'avait dit une fois un truc. Je ne sais pas si me l'avait dit en direct ou si c'était dans un de ses articles, mais en gros, sa petite phrase, c'était tout con, mais c'était pour dire, si vous êtes devant un obstacle qui vous semble très très difficile ou insurmontable, dites-vous que le jour où vous aurez réussi à le surmonter, vous aurez mis 90% des gens à la ramasse derrière, en fait. Et qu'en Mm. fait, ce sera un énorme avantage concurrentiel pour vous d'en avoir chié pour passer cet obstacle. Et donc, ça devrait être une motivation pour franchir l'obstacle. Et en fait, ça m'avait fait un switch dans ma tête ce jour-là. Et je trouve que ça s'applique pas mal aussi à des chaînes YouTube, pas mal à l'entrepreneuriat. Et moi, ça me revient toujours en tête dès que je suis devant un truc où je me dis, voilà, ça va être vraiment, tu vois, ne serait-ce que notre analyse des 1000 shorts, etc. Quand tu te lances là-dedans, tu te dis, voilà, comment on va s'en sortir de tout ça? C'est un truc énorme. On avait trouvé, je sais plus, 36 critères différents à analyser. Enfin, voilà, c'est un truc monstrueux. Mais tu te dis, le jour où je le fais, les gens qui s'intéressent au sujet vont savoir que nous, on l'a fait et que tous les autres ne l'ont pas fait. Et donc, ça Mm. nous sort du lot, forcément. Et donc, tu gagnes, entre guillemets, des avantages concurrentiels assez énormes en sachant te dépasser comme ça. Donc, voilà, moi, c'est mon truc de motivation, c'est ça. Ma motivation, c'est pas de gagner de l'argent, devenir riche, faire une grosse boîte ou je sais pas quoi. Ma motivation, c'est plutôt ça, c'est d'être capable de surmonter des grosses difficultés pour faire des trucs extraordinaires. Voilà, c'est un peu du coup, c'est la fin de l'interview, c'est un peu ton moment. Qu'est-ce que tu aimerais partager aux personnes qui nous écoutent encore? Euh, Bah, que si vous hésitez à aller sur YouTube, j'ai bien conscience que YouTube n'est pas pour tout le monde, mais si vous hésitez à y aller, essayez. Et on en reparle dans 6 mois ou dans un an. Allez-y à votre rythme, faites-vous plaisir avant tout, parce que quand YouTube ça prend et que ça marche, ça fait vraiment des très belles aventures. J'ose le dire, mais c'est presque magique ce qui se passe quand on a une chaîne YouTube qui se développe, parce que ça ouvre tout un tas d'opportunités qu'on n'imagine pas du tout. Et c'est là que c'est intéressant aussi de bosser avec des entreprises. C'est que souvent, elles viennent avec une idée très précise en tête. Je veux vendre plus de produits XY. Et en fait, un an après, rétrospectivement, ils se disent, ouais, on a vendu un petit peu plus de produits, mais en fait, maintenant, on est identifié comme spécialiste là-dessus et du coup, on nous appelle pour des conférences. On a pu rencontrer telle personne grâce à notre chaîne YouTube, on n'aurait jamais pu le rencontrer avant. Et donc, on arrive à recruter beaucoup plus facilement parce que les gens nous connaissent par notre chaîne, etc. Et donc, là, je parle pour une entreprise, mais pour des passionnés, c'est exactement pareil. C'est vraiment génial ce qui se passe derrière. C'est très, très cool. Donc, si vous hésitez, allez-y, vous n'avez pas grand-chose à perdre. Dans le pire des cas, vous aurez appris à écrire de façon plus structurée, vous aurez appris à mieux vous exprimer à l'oral, vous aurez de toute façon gagné des compétences, même si ça se solde par un semi-échec, entre guillemets, mais vous aurez appris plein de trucs, donc voilà, allez-y. Et où les personnes peuvent te retrouver s'ils veulent te suivre, en apprendre plus sur toi et ce que tu fais. Alors, je pense que vu la cible de ton podcast, ça pourrait être plutôt intéressant de me retrouver sur Le Coin des YouTubeurs, qui est donc une chaîne YouTube qui décrypte et décode YouTube, en partie avec les analytics, pour justement bien comprendre comment ça fonctionne avec un minimum de démarche scientifique, on va dire, derrière. Donc, vous pouvez me retrouver là-bas. Et si vous voulez m'envoyer un message en direct, c'est plutôt sur LinkedIn. Vous tapez Sylvain Lepoutre sur LinkedIn et vous me trouverez là-bas. De toute façon, tout ça, ça sera mis en description pour les personnes qui veulent le retrouver. Je te remercie, Sylvain, c'était super intéressant. J'ai même appris pas mal de choses et il y a des choses, maintenant j'ai des vidéos à aller voir et à regarder. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir discuté avec moi sur ces sujets-là. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation, Morgane.